il y a une manipulation De la part de du ministre Issa Tirouma Bakari qu'il faut condamner. Donc ils étaient préparés, parce que quand vous regardez M. Issa Tirouma, il donne le sentiment de quelqu'un qui a prémédité et préparé son action. Les marches ne sont pas réprimées au Cameroun. Elles sont, n'est-ce pas, reconnues par la Constitution. Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire le bilan, M. Kwaka, mais je suis convaincu que les pertes économiques de cette crise post-électorale sont légion. Que M. le ministre, Issa Tirouma Bakari, reconnaisse sa défaite. Le vrai leader politique, oui, M. Tirouma. Ses partisans ne savent pas où il est. Non. Et quand le général de Gaulle était... Certains l'annoncent à Gladys, ils disent qu'il est à Garoua, d'autres disent qu'il est au Nigeria, d'autres disent qu'il est aux États-Unis, d'autres disent qu'il est à... Le général de Gaulle s'était... Allez, on va sans plus tarder s'intéresser donc aux grandes annonces du chef d'État, quelques-unes en tout cas. J'en ai dénombré comme ça 5, 6, pardon. Voilà, on va rapidement faire le tour. Je vais peut-être les citer, puis vous allez réagir là-dessus, voir si elles sont faisables en si peu de temps, s'il fallait attendre 2025 pour s'y intéresser, pour y revenir. Alors, il y a notamment cette première annonce, voilà, il s'est fixé l'objectif de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Vous savez ce qui va avec en termes de contenu, voilà, les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Il y a aussi, sur un autre plan, voilà, les jeunes qui étaient fort préoccupés donc lui ont demandé de la reprise des études doctorales dans les universités au cours de cette année académique. Voilà, il y aura donc la reprise des études doctorales. Il y a aussi la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Et puis, le chef d'État envisage aussi de mettre en œuvre, dès les premiers mois de ce septennat, un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les axes principaux seront notamment mise en place des facilités, renforcement des mécanismes d'encadrement, promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, etc., etc. Et puis, il y a aussi, de fil en aiguille, l'accélération de la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il y a aussi, bien sûr, des engagements pour la lutte contre la corruption, voilà, cette lutte qui sera intensifiée. Et pour chuter, sixième axe, soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État grâce à une adaptation des institutions aux exigences de notre environnement. Faisable ou pas? Faisable, faisable. Vous savez, chaque fois que le président s'exprime, il ne fait pas des annonces gratuites. Lorsqu'il a, par exemple, annoncé en 2011, vous vous souvenez, le 10 février 2011, le recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique. Je m'en souviens. Vous vous souvenez? Ouais. Je dois d'ailleurs vous dire que j'en suis un bénéficiaire. Ah, d'accord. C'est grâce à cette main tendue du chef de l'État à la jeunesse que nous autres, nous avons été recrutés dans la fonction publique et responsabilisés très vite. D'abord à Yaoundé, et puis depuis 2017 comme régional de la météorologie du littoral. Donc, c'est pour vous dire que ce ne sont pas des vains mots. Le président de la République est l'homme le plus informé du pays. Ça veut dire que lorsqu'il prend des décisions, il a eu le temps de se rapprocher ou alors d'échanger avec ses proches collaborateurs, le ministre des Finances, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministre des Mines et du développement technologique. Bref, c'est le ministère qui implique la jeunesse et les femmes. Le président a eu le temps de mûrir la réflexion et c'est après s'être rendu compte que ces directives-là sont faisables, sont opérationnelles et que les moyens conséquents existent, qu'il prend sur lui donc de faire l'annonce. Voilà. Là, en plus de des concours dans l'enseignement, voilà,
dans les grandes Dans écoles. les grandes écoles, écoles normales supérieures, Exactement. pourquoi est-ce qu'elles avaient été arrêtées? Tout à fait, le Concernant le ministère 25, de la fonction publique, mhm. nous avons également cité, parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait des ressources pour prendre en charge des gens avant d'annoncer leur éventuel recrutement. Donc, le président a toutes les cartes en main lorsqu'il s'annonce, qu'il présente certains, certains projets au Camerounais, certains projets sociaux, certaines réformes. C'est parce que justement, ces orientations-là sont réalistes, elles sont adossées sur des moyens financiers conséquents et des perspectives également rassurantes quant à l'avenir économique de notre pays, que le président prend l'engagement, n'est-ce pas, de les annoncer. Grosse promo chez Intenseware. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenseware, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en DOP, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenseware pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenseware, osez la fritude, vivez l'intensité. Donc, il ne s'agit pas d'un discours politicien, Un slogan. non d'un slogan, non. Mais si Il quand même, lorsqu'on essaie de jeter un coup d'œil sur le secteur de l'hydraulique, de l'énergie, comme le président de la République l'a si bien souligné, il y a quand même des barrages qui sont en construction, qui sont en chantier depuis pas mal d'années et qui sont censés apporter, pour injecter un certain nombre, une certaine quantité de kilowatts, de mégawatts dans la consommation globale au Cameroun, mais qui ne sont toujours pas en activité, ou du moins qui ne sont pas exploités. Alors, comment expliquer cet état des choses, et alors que le président de la République nous fait savoir qu'il veut encore intensifier ou alors accélérer les projets à ce niveau? Oui, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été finalisées pour des raisons techniques que les chefs de département concernés peuvent mieux vous expliquer que moi. Il est également évident que certains projets également n'ont pas été, sont pas arrivés à terme du fait également de la malgouvernance, des questions d'éthique. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption qui va s'intensifier, comme l'a rappelé le président de la République, pendant ce septennat, qui peuvent également être avancées pour justement justifier le fait que les attentes n'ont pas été de façon majoritaire comblées, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Vous avez vu comment de grands projets hydroélectriques ont été lancés par le président de la République, Mekin, Lompabda, le dernier en date Natigal, justement, qui constituent des poids lourds, des projets importants pour booster l'offre énergétique de notre pays et pour répondre à la demande sans cesse croissante. Le président de la République est conscient que le développement économique de notre pays et l'émergence annoncée et promue aux Camerounais en 2035 ne peut pas se faire, M. Kouakap, sans de l'énergie. Voilà. Parce que pour être développé, il faut être un pays industrialisé. Et pour être un pays industrialisé, il faut de l'énergie. Parce que l'énergie est le carburant de l'industrie. Donc, à partir de ce moment, le président de la République est conscient que l'un des grands chantiers de ce septennat, qui va nous conduire en 2032, c'est-à-dire 3 ans seulement avant justement l'émergence attendue par les Camerounais, devrait donc se faire avec une offre énergétique assez ambitieuse. Maintenant, on s'attend à ce que justement les zones qui seront, on imagine, M. Kouakap qui aura certainement une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie dans ce secteur-là, en termes de ressources humaines, en termes de compétences, comme nous l'avons dit, pour que les
projet en cours soit finalisé, et que le réseau interconnecté Sud, n'est-ce pas, soit suffisamment alimenté et puisse relever dans les défis de l'industrialisation de notre pays. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est un secteur qui est également un grand fournisseur de main-d'œuvre. Et à ce niveau-là, il faut imaginer, parce que le recrutement des jeunes et les facilitations dans leur insertion socio-professionnelle, c'est bien, mais il y a aussi qu'il faut que la formation réponde à ces nouveaux enjeux et ces nouveaux défis. Donc, il faut imaginer aujourd'hui former plus d'ingénieurs dans le domaine de l'hydraulique. Effectivement. Ce dont le Cameroun ne dispose pas suffisamment pour que, n'est-ce pas, on aille pu importer la main-d'œuvre chinoise, la main-d'œuvre française, la main-d'œuvre turque, la main-d'œuvre thaïlandaise, la main-d'œuvre américaine. Non, parce que la jeunesse, qui doit donc être le cœur de ce nouveau secteur-là, ainsi que les femmes, devraient donc avoir les profils qui soient à même donc d'être exploités, n'est-ce pas, afin que cette main-d'œuvre-là participe au rayonnement de notre pays. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, on passe à la prochaine dorsale, avant-dernière thématique de ce programme, cet entretien avec monsieur Serge Pelé Onana, bien sûr, il est communicant et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On s'intéresse à la crise post-électorale avec notamment le rapport accablant du collectif Défense citoyenne qui contraste avec les chiffres du gouvernement. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Parce que selon le MINAT, le ministre Paul Atangadi, on aurait eu 16 morts et 800 interpellations. Voilà, donc selon, ça c'est les chiffres du gouvernement du MINAT. Et pourtant, de l'autre côté, selon le collectif Défense citoyenne, on enregistre plus de 1500 interpellations et 39 morts documentés. Alors il s'agit de 149 avocats disséminés dans 6 régions du Cameroun qui font cet état de choses-là, qui dressent ce bilan. Alors, monsieur Serge, monsieur, on en a appelé, entre le gouvernement et ce collectif qui ne dit pas la vérité, selon vous? Bon, nous, au RDPC, nous faisons confiance aux institutions de notre pays. Nous ne connaissons pas de sources officielles d'information. Nous connaissons la voix du gouvernement qui est portée par le ministre de l'administration territoriale, qui est le garant de la sécurité intérieure de notre pays. Ailleurs, on parle de ministre de l'Intérieur. Absolument. Donc, nous sommes d'ailleurs déçus de ce que beaucoup d'ONG et certains partenaires internationaux, dont Human Rights Watch, voilà, qui n'a rien contre le Cameroun en principe, on ne les entend pas beaucoup quand il s'agit d'autres conflits post-électoraux ailleurs, ou alors lorsqu'il s'agit de certains mouvements d'humeur aussi qui sont observés dans certains pays occidentaux. On n'a pas souvent connaissance des polémiques autour des chiffres. On se demande pourquoi on a toujours de la part de cette ONG la facilité et on se donne parfois trop de liberté. Quand il est question des pays en développement, comme le Cameroun, on a l'impression que c'est dans ces pays-là qu'ils se souviennent, ils sont plus utiles. Vous soupçonnez une cabale contre le Cameroun de la part de ces organisations de droits de l'homme, etc., la société civile aussi, parce qu'il faut dire que une bonne partie de la société civile camerounaise quand même est dans cette logique selon laquelle il y aurait eu justement plus de 1500 arrestations et puis ils ont parlé de quoi, 39 morts, contrairement aux 13 morts, c'est ça, évoqués par le MINAT, par les 16 morts, pardon, évoqués par le MINAT. Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque, est-ce qu'il y aurait un intérêt quelconque de grossir les chiffres de la part des ONG ou de réduire les chiffres aussi de la part de l'État du Cameroun? Oh, je ne vois pas pourquoi l'État du Cameroun devrait cacher la vérité au monde. D'abord au Camerounais et ensuite au monde. C'est une crise post-électorale qui nous a été
très préjudiciable. La question, Monsieur Kwaka, est-ce qu'on en avait besoin? Absolument. Honnêtement, on n'en avait pas besoin. Est-ce qu'on avait besoin de tirer sur les manifestants? Alors, il vous souvient que 16 morts, c'est 16 morts de tout. il vous souvient que tout est parti d'abord de la prise en otage du processus électoral par un des candidats à cette élection présidentielle. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reconnu que il était un acteur du jeu électoral, il s'est soumis aux règles de ce jeu, il a déposé sa candidature, il ne s'est jamais autoproclamé candidat, il a choisi la voie républicaine et électorale de son pays, d'où vient qu'à au cours, en plein cours c'est-à-dire avant même que le jeu électoral ne soit achevé, lui qui est un briscard, un baron de la politique camerounaise, qui a fait ses preuves, qui a rendu des services importants à la nation, on doit être plus sévère envers ce genre de personnes, qui a été ministre de la Communication, qui connaît le fonctionnement de la République, qui connaît les règles, qui a lui-même, en 2018, rappelé au ministre Kamto que c'était maladroit de s'autoproclamer, n'est-ce pas, à la place justement d'une instance compétente et de prendre en otage le processus électoral sur la base donc de ce qui s'était passé avec M. Maurice Kamto à cette époque-là. Mais vous voyez quelqu'un qui fait la même chose. Et c'est après ces appels à l'endroit de ses soutiens visant, bien sûr, à contester ce qui n'existait même pas encore. Parce que quand on vous parle des marches pacifiques du 26 octobre, la proclamation des résultats c'était le 27 octobre, donc on ne connaissait pas encore les résultats de l'élection présidentielle. Non, on conteste donc quoi à ce moment-là, je pourrais vous couper à ce niveau parce que oui. Nous sommes habitués au dévoilement de certaines informations confidentielles ou capitales par certains médias que nous connaissons très bien et que j'ai pas envie de citer. Les chiffres avaient déjà été évoqués parce que les PV étaient déjà passés au niveau des recensements, comment vous appelez ça, voilà, commission de recensement des votes, justement. Oui. Et on avait déjà une idée, justement, des résultats qui étaient censés être proclamés parce que les résultats étaient connus par certains. Et donc, ils avaient commencé à distiller, à publier sur les réseaux sociaux avec des différents pourcentages ça et là, ce qui a peut-être poussé les gens dans la rue parce qu'ils voulaient contester ces résultats dans lesquels ils ne se reconnaissaient pas. Alors, maintenant, est-ce que la contestation pacifique... Bon, je vais vous poser une question simple, sans vous couper, c'est pas moi qui pose les questions. je vais aller dans votre sens pour vous dire qu'il y a une manipulation de la part du ministre Issa Tirouma Bakary qu'il faut condamner. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il lance les marches pacifiques, déjà, ce qu'on observe à Tchad, ce qu'on observe à Garoua. Là, nous sommes dimanche, 26 octobre, un jour avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Mais là, il y a quand même c'est vrai qu'il y a, c'est censé être une marche pacifique, mais il y a des débordements, ça, etc. Donc, on revendiquait quoi à ce moment-là? On contestait quoi? Et nous l'avons dit en début d'échange ici, que si on avait identifié des niches de fraude, est-ce qu'il faut vandaliser? Est-ce qu'il faut brûler? Est-ce qu'il faut casser? Pour justifier donc la fraude comment? Si vous avez fini d'incendier le site qui abritait la fraude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand les résultats même sont connus, lundi 27 octobre, et proclamés par le Conseil constitutionnel, on observe des débordements dans des zones où M. Issa Tirouma a eu des très bons scores. Je vous prends quelques exemples. À Douala, dans le littoral en général, M. Tirouma arrive avec 64% de voix. C'est une victoire écrasante. Donc, ceux qui ont voté M. Issa Tirouma sont conscients que le littoral a battu le RDPC, n'est-ce pas? Le FSNC a battu le RDPC dans le littoral. Dans le littoral avec un grand écart. À partir de ce moment-là, on réclame donc quoi à Douala? Peut-être le résultat global.
Grosse promo chez Intenswear. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenswear, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en dope, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenswear pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Mais Sur l'ensemble du territoire. si à Douala, donc, vous avez gagné, vous sortez, dit donc que vous êtes victime du vol de vos voix, comment? Alors que vous êtes conscient qu'ils n'ont pas été volés, puisque on vous a bien dit que vous gagnez, et le Vori aussi, les scores de M. Tirouma sont historiques. Vous comprenez? Quand vous prenez Garoua, où on a aussi connu des tensions, vous comprenez? Le RDPC a perdu déjà dans la Damawa, ce qui n'était pas arrivé depuis, qui n'était jamais arrivé. Dans l'extrême nord, on est à couteau tiré avec M. Tirouma parce qu'il le talonne. Ça veut dire que là aussi, les voix ont été pris en considération. Dans le nord, il est vainqueur. Donc Garoua, qui est quand même son fief natal, passe en sa faveur. Alors on réclame donc quoi? Ces manifestants réclament quoi? Alors qu'ils ont été informés qu'ils ont gagné, donc leur vote a été pris en compte. Vous aurez voulu que dans le sud d'Aïbolova, qu'il y ait des contestations? Non, parce que là-bas, notre victoire était écrasante. Vous comprenez? Et personne ne pouvait sortir et dire que sa victoire lui a été volée ou que sa voix lui a été volée. Mais vous comprenez? Donc je vais vous faire comprendre que les pôles qui ont connu des tensions post-électorales et même préélectorales, comme je l'ai mentionné, alors même qu'aucun résultat n'était connu, ce sont des zones où justement on a préparé les gens pas aux élections, mais au contentieux, n'est-ce pas, post-électoral. Bon. Alors, est-ce que la Et même manifestation... aux violences post-électorales. Donc, ils étaient préparés parce que quand vous regardez M. Issa Tirouma, il donne le sentiment de quelqu'un qui a prémédité et préparé son action, puisqu'il vous donne des étapes. Il vous dit que après les marches pacifiques, c'est les villes mortes. Après les villes mortes, avant les marches pacifiques, il y a une autoproclamation. Est-ce qu'on peut pas avoir une Et souvenez-vous, je sors par là, M. Kwakam, souvenez-vous qu'avant même que le scrutin se tienne, M. Tirouma avait annoncé, peut-être qu'il était bien sûr impressionné par sa campagne présidentielle, qui a été très bonne, il faut le reconnaître, une grande mobilisation des foules. Oui, il avait déjà commencé à demander à M. Paul Biya de reconnaître sa défaite. Le scrutin n'a pas encore eu lieu. Et il avait annoncé un retranchement à Garoua, où il allait se déclarer vainqueur de cette élection présidentielle, M. Kwakam. On n'a pas encore organisé le scrutin. Et je crois que le ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, M. Paul Atangadji, avait justement commencé à faire des mises en garde en disant, en rappelant à l'ordre ce candidat. Ou plutôt maintenant des intimidations, selon certains observateurs. Non, il est le garant de l'ordre public. Tout ce que vous dites finalement, il est le garant de l'ordre public. Tout ce que vous dites finalement, est-ce que ce n'est pas, ça fait partie du jeu électoral, du jeu politique? Non. C'est-à-dire que, parce que un peu comme lorsque, avant des combats de boxe, on voit des adversaires qui disent, qui se prétendent des vainqueurs. Après un combat de boxe, quand vous regardez, vous savez très bien qui a gagné, et vous voyez quand même les adversaires qui soulèvent les mains et qui disent chacun qu'ils sont vainqueurs. Ça fait partie du jeu électoral. Mais maintenant, je voudrais rebondir sur les manifestations et sur les revendications, les marches. Est-ce que ce n'est pas l'expression finalement de la démocratie aussi que de marcher pacifiquement? C'est vrai que les casses et vandalisme et autre chose, ça c'est franchement à condamner. Mais est-ce que les marches et les revendications proprement dites, est-ce que le RDPC, est-ce que l'État du Cameroun était prêt à laisser faire au moins cela? Parce qu'on a vu que ce n'était pas, on avait l'impression que ça ne faisait pas partie de, je veux dire, de ce qui
aurait pu être toléré par l'État du Cameroun, quand même. Alors qu'il s'agissait des marches pacifiques. Si elles sont pacifiques, il faut peut-être les encadrer, escorter les marcheurs et suivre l'itinéraire des marcheurs et éviter qu'il y ait des casses. On a vu sur d'autres cieux comment des marches, des manifestations sont encadrées par des forces de maintien de l'ordre qui sont équipées à cet effet. Est-ce que tirer sur des personnes qui marchent, parce que parmi ceux qui marchent, il y a aussi parfois ceux qui cassent, ça c'est vrai, et il faut peut-être les punir, les interpeller, mais est-ce que le simple fait de marcher, M. Pelonana, est un délit, c'est un Pas problème? du tout, pas du tout. C'est un principe qu'on Parce que je souhaitais rebondir justement sur ceux qui ont perdu leur vie à cause de cette marche-là. Alors, la première des choses, je vais répondre à votre question à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que les marches ne sont pas réprimées au Cameroun. Elles sont, n'est-ce pas, reconnues par la Constitution. Donc, c'est une action républicaine et démocratique. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque les marches ont débuté, elles n'ont pas été inquiétées. La police, force de maintien de l'ordre et de sécurité, ont encadré ces marches-là. C'est à partir du moment où des dérapages ont commencé, et lorsque vous revisitez le communiqué du gouverneur de la région du littoral, il vous souvient qu'il mentionne quelque part qu'il y a eu même un assaut pour s'approprier les munitions de la gendarmerie. C'était pour faire quoi, M. Kwaka? C'était pour tuer les forces de maintien de l'ordre, en tout cas ceux qui faisaient ombrage à leur action. Là, on n'était plus dans les marches. On n'était plus dans les marches démocratiques et pacifiques. On était dans la criminalité. Non, l'insurrection, bon, ça peut être dans le même sens, mais je veux vous dire la gravité de cette démarche. C'est-à-dire que vouloir prendre les armes, c'est défier les forces de maintien de l'ordre. Et c'était pas pour les caresser. C'était justement pour les affronter. Et à partir de ce moment, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité sont obligées de se défendre. C'est la légitime défense à ce moment-là. Lorsque vous avez M. Kwaka, un voleur qui vient chez vous et qui est armé, ben, c'est une question de vie ou de mort. Si vous ne vous défendez pas, c'est votre vie qui est en pâtit. Donc, à partir de ce moment, on n'a plus affaire à des marcheurs, on a affaire à des cambrioleurs, à des criminels, n'est-ce pas, à des assassins, à des dangers publics qui sont une menace. Donc, dans ce cas, on peut supposer que... Et il faut les neutraliser parce qu'on ne sait pas qui sera victime au-delà des forces de maintien de l'ordre. Il y a le citoyen lambda, il y a des victimes éventuelles collatérales, etc. Il fallait neutraliser ce genre, n'est-ce pas, de mouvement. D'accord. Alors, on peut supposer que les 16 morts, selon le ministère de l'administration territoriale, ou, on va dire, 39 selon donc, ce collectif défense citoyenne, que ces différentes personnes tuées étaient dans le cadre justement de la légitime défense, si on s'en tient à vos explications. Déjà, les chiffres, nous disons encore, nous reconnaissons une seule voix, celle officielle. C'est pourquoi je dis selon. Ne perdez pas de vue, M. Kwaka, on nous a annoncé, je crois, le principal avocat du ministre Issa Chiroma Bakary, nous a annoncé à France 24, lors d'un entretien, que 64% des Camerounais avaient été tués dans la crise post-électorale. Alors, faites le chiffre, faites le calcul. Nous sommes à près de 19 millions de Camerounais. Vous comprenez? Non, ne blaguez pas, M. Kwaka. C'était sûrement un lapsus. Non, c'était pas un lapsus. Sinon, s'il n'a pas corrigé pendant l'entretien, il aurait pu se rattraper. Ça c'est très grave. Ça n'est pas compris. Voilà, donc je vous fais comprendre que nous sommes là en face d'une volonté manifeste de déstabilisation de notre pays. D'accord. Et je vous dis que quand vous regardez M. Chiroma Bakary, c'est la deuxième raison que je voulais avancer concernant les marches pacifiques, il sait très bien le contexte économique de notre pays. Il sait par exemple que lorsqu'il annonce des villes mortes, c'est-à-dire paralysie de l'activité, c'est une autre forme de criminalité.
Parce qu'elle ne se fait pas avec les armes, certes, mais elle empêche à 60% de Camerounais à Douala, pour rester dans la capitale économique, de se nourrir. Parce que vous avez une ville qui est majoritairement constituée du secteur informel. C'est-à-dire des gens qui ont des activités qui leur nourrissent au jour le jour. Donc, quand vous leur demandez de ne pas aller au travail, donc de rester à la maison, c'est une manière de leur demander à leur famille de mourir de faim ce jour-là. Et lorsque vous décalez ces villes mortes sur 3 jours, c'est pour entraîner la mort de vos compatriotes que vous prétendez pourtant défendre et protéger selon votre projet politique de changement. Qui peut croire à cette contradiction, M. Ouakam? D'accord. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et maintenant, troisième chose qu'il faut faire très attention pour sortir avec la démarche du ministre Issa Boubakari, qui est conscient que non seulement les marches pacifiques ne sont pas une activité à laquelle les Camerounais sont matures, la preuve c'est qu'il y a eu des débordements. Deuxièmement, qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps parce que la plupart c'est l'informel, c'est-à-dire la débrouillardise, et donc l'incapacité de tenir longtemps sans activité. Il y a un troisième autre élément que M. Issa Thierouma met en avant, c'est bien entendu la paralysie de l'activité économique. Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire le bilan, M. Ouakam, mais je suis convaincu que les pertes économiques de cette crise post-électorale sont légion. Si vous regardez seulement le chômage technique, du fait du vandalisme des entreprises commerciales, des stations de service, des édifices publics qui maintiennent aujourd'hui des Camerounais à la maison, et vous ajoutez à cela la paralysie sur le plan macroéconomique de l'activité portuaire, parce que Douala, c'est des milliards de recettes par jour pour l'État du Cameroun. C'est une stratégie bien huilée et bien préméditée, bien préparée, que on a observé sur d'autres cieux, quand il fallait amener l'ordre gouvernant à se soumettre à la décision unilatérale d'un président élu. La stratégie, c'est quoi? C'est la paralysie de l'activité économique, l'asphyxie économique, et après, lorsque vous allez vers des bailleurs de fonds ou des partenaires financiers, on vous dit on ne vous apporte pas plus d'aide tant qu'on ne reconnaît pas le président légitime. Et c'était bien pensé. Ne pensez pas que c'est un hasard de circonstances. Non, non. Puisqu'il vous annonce un calendrier d'action. Et il vous dit, le dernier en date, c'est que place à la communauté internationale maintenant, qui doit venir, n'est-ce pas, entrer en jeu. Est-ce que ce n'est pas une démarche compréhensible lorsqu'on réclame une victoire d'une élection, lorsqu'on estime avoir gagné et qu'il y aurait eu des fraudes qui auraient empêché de rapporter la victoire? Est-ce que ce n'est pas une démarche qui est, on va dire, habituelle des contestataires des élections? Est-ce que c'est forcément parce qu'il y avait un agenda caché de la part du ministre Issa Boubakari? Non, là, en quelques mots, s'il vous plaît. C'est en effet, M. Ouakam, qui nous amène à cette conclusion-là. Parce que pour quelqu'un qui est sûr d'avoir gagné l'élection, on se serait attendu donc à ce que les preuves des PV qu'il nous a annoncé, il a dit qu'il a des PV, mais quand vous regardez la démarche, il a d'abord annoncé sa victoire avant de demander la centralisation des PV. C'était quand même paradoxal. Ensuite, il aurait, mais souhaitons être prudent, des PV à d'autres candidats à cette élection présidentielle qui auraient pris part dans certains bureaux de vote au dépouillement où le FSN n'était pas représenté. Donc, vous voyez donc qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vainqueur d'une élection présidentielle. C'est comme à l'école. Vous ne pouvez pas dire, M. Ouakam ne peut pas dire, quand il était encore sur les bancs, il n'y est plus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes le premier de la classe. Pourtant, vous n'avez pas toutes vos notes et vous n'avez pas toutes les notes de vos concurrents, donc de vos camarades. Alors vous vous déclarez premier de la classe sur quelle base? Sauf que je sais où je peux trouver mes notes. Voilà. Je peux. Oui, vous commencez d'abord par aller chercher. Oui. Ne dites pas que vous êtes premier avant de chercher les notes. Mais commencez à chercher d'abord les notes et vos notes ne suffisent pas parce que si votre
camarade a des meilleures notes que vous, il passe. Donc, vous devez avoir l'ensemble des notes pour savoir que vous êtes le premier. Or, au moment où M. Satiruma déclare qu'il est président élu, il a certains pays. Il ne les a pas tous. Puisque par la suite, il revendique une centralisation de ces pays-là. Il évoque 18 départements Oui. qui, à eux seuls, constituent 80% de l'électorat camerounais. Oui. Et d'après ces chiffres, il aurait gagné. Est-ce que ce n'est pas une démarche crédible, selon, si on essaie de jeter un coup d'œil sur les chiffres quand même? Oui. 18 départements qui équivalent 80% de l'électorat à eux seuls, pratiquement plus d'1,5 million de voix. C'est pas faisable? Bon, il y a eu des experts qui ont démontré que ces chiffres-là étaient contestables, D'accord. étaient contradictoires d'ailleurs. D'accord. Allez, on va sortir rapidement dans quelques instants. Monsieur Serge Pelé-Onana, entretien très enrichissant et très, on va dire, passionnant aussi. Issa Thirouma Bakary, justement, on va en reparler dans quelques instants, mais on parlait des détenus, on parlait des morts aussi lors de cette crise post-électorale, mais on n'a pas évoqué le cas de Anissé Kane, du professeur Jean-Calvin Abba Oyono et leurs camarades qui sont encore détenus. Ça fait plus de 20 jours déjà aujourd'hui qu'ils sont détenus. Les motifs sont quand même un peu confus selon des observateurs. Dans une logique, dans un élan d'apaisement, d'ouverture, le chef de l'État a parlé de paix, il a parlé voilà, de tendre la main aux uns et aux autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à les voir libérés dans les prochains jours, les prochaines heures? Est-ce que ce ne sera pas un bon geste de la part du chef de l'État, un geste d'apaisement? Bon, c'est pas une mauvaise chose, mais est-ce que ça ne va pas plutôt être une occasion supplémentaire pour continuer à légitimer la victoire de M. Issa Thirouma? Parce que, vous voyez, la principale sortie de cette crise, celle que moi j'ai toujours défendue lors de mes interventions, c'est l'attitude citoyenne. Quelle est cette attitude citoyenne? Elle aurait demandé simplement que M. le ministre, Issa Thirouma Bakary, reconnaisse sa défaite et s'appuie sur ce score historique, qui est un très bon score, cherche à capitaliser ce score dans les prochaines élections et ne tombe pas dans le piège de M. John Fondi en 92 et de M. Maurice Kamto en 2018, parce que M. Issa Thirouma du FSNC, deuxième à cette élection présidentielle avec un score historique, valable, absent des prochaines consultations électorales, ce serait un gâchis. Or, tel qu'on voit la suite des événements, il semble plutôt aller dans cette direction, puisqu'il vient de nommer, de désigner Mme Alice Corp comme son porte-parole officiel après la démission de Dr. Bon. Et si vous avez suivi le Dr. Bon, vous comprenez qu'on est dans une surenchère politique, on est dans une manipulation de l'opinion inacceptable, puisque le docteur Bock, comme ancien porte-parole de M. Thirouma, directeur de campagne, dit très bien que M. Thirouma avait convenu avec lui que, en cas de seconde position à l'élection présidentielle, il allait reconnaître sa défaite, n'est-ce pas, et poursuivre la bataille électorale dans les prochaines échéances. Mais quand le scénario s'est produit, M. Bock dit qu'il n'a plus reconnu le ministre Issa Thirouma, qui répondait plus à ses appels, qui l'a nargué pratiquement, et qui l'a infantilisé. C'est ça la manipulation, M. Kwakam. Peut-être parce que Issa Thirouma ne reconnaît toujours pas la victoire du président. Vous avez donc ce radicalisme. Vous attendez donc qu'on soit magnanime envers ces gens, parce que M. Kane Anissé, M. Diokam Tchabeni, et tout ce que vous connaissez là, c'est la même chose. Est-ce que l'hypothèse d'un recomptage de voix vous paraît quelque chose d'intelligent et de pertinent? Est-ce que vous serez prêt, au RDPC, à assister à un recomptage de voix, qu'on revienne dans les différents bureaux de vote et qu'on retrouve les PV de base pour pouvoir justement essayer de comptabiliser les voix à nouveau pour voir si effectivement oui ou non Issa Thirouma a gagné
ou si c'est le chef d'État qui a gagné, est-ce que c'est une idée qui ne dérange pas le RDPC? Non, pas du tout. Nous sommes des fair play. Nous D'accord. sommes Donc, des... vous seriez prêt à assister à un nouveau recomptage des voix? Ça ne nous dérangerait pas. D'accord. Sauf que ce n'est pas le RDPC qui décide. Ok. Le RDPC n'est qu'un acteur comme tous les autres. Maintenant, pourquoi pas? J'ai entendu des gens dire qu'il fallait publier l'ensemble des PV, les afficher. On a le sentiment que on veut des preuves officielles, même sur le site d'Eneka, ça peut se faire pour que vive la démocratie et que le processus électoral soit crédibilisé. Nous, ça ne ferait aucun mal. D'accord. Voilà. Alors, Issa Tiroma, qui forme son gouvernement, il a pour porte-parole Maître Alice Combe, vous en avez parlé. Voilà. Et un mot d'ordre, un nouveau mot d'ordre qui devrait prendre effet ce vendredi. Voilà. Il demande aux Camerounais d'observer une minute de silence et de rendre hommage aux martyrs. Au RDPC, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle sortie de Issa Tiroma qui estime avoir donné des deadlines, des ultimatums au régime qui n'a pas toujours libéré les prisonniers comme il l'aurait souhaité, même si vous allez me dire qu'il y a quelques libérations qui s'effectuent, hein, sous notamment l'impulsion du MINAT. Voilà. Comment répondez-vous à Issa Tiroma? Le sentiment que nous avons, c'est que M. Issa Tiroma Bakari, M. le ministre, est en train de perdre la lucidité. C'est-à-dire que C'est pas fort, ça? Grosse promo chez Intenseware. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenseware, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en dope, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenseware pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenseware, osez la fritude, vivez l'intensité. oui, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tantôt, actuellement, il cherche à exister. Vous avez vu qu'il y a eu un bon bout de temps là, on ne parlait plus de lui, hein, parce que les Camerounais, visiblement, ceux qui ont même cru en lui, nous le pensons, peut-être pas tous. Il y en a qui attendent encore une posture républicaine de sa part, mais je suis convaincu que ceux qui lui ont fait confiance le 12 octobre prochain, beaucoup ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un de sérieux, tout simplement. Ah bon? Oui, parce que la sortie de son porte-parole, Dr Mbok, a davantage dévoilé, a démasqué le personnage. Alors, son porte-parole, sa parole est-elle plus crédible que celle d'Issa Tiroma? Puisqu'il y a des rumeurs aussi qui annoncent des connivences avec le RDPC, il aurait reçu des promesses, il serait perçu au sein du FSNC comme un pion, finalement, un indique. Ça va vite dans la politique. C'est trop facile. C'est trop facile. Je préfère parler au conditionnel parce que je ne suis pas sûr que toutes ces accusations soient fondées. Non, c'est pourquoi je vous pose la question, justement pour savoir si sa parole est beaucoup plus crédible désormais que celle des petits romans. Non, je ne vois pas pourquoi M. Mbok inventerait ou alors dirait des choses qui ne sont pas exactes, puisque il vous dit bien les termes qui ont nourri leur partenariat de travail. Et il vous dit à quel moment cela a été violé par celui-même qui avait pris l'engagement de les respecter. Et maintenant, laissons même le docteur Mbok de côté. Lorsque vous êtes un citoyen, vous aimez votre pays, vous voulez le construire, pendant toutes les situations fâcheuses et regrettables que nous avons observées pendant la période post-électorale, vous n'avez pas entendu M. Issa Tiroma les condamner. C'est-à-dire que les incendies des édifices publics, les casses, les pillages, et tout ce qu'on a observé ça et là, il n'a pas. Il était même plutôt favorable
parce que si vous ne condamnez pas, ça veut dire que vous faites complice de ces exactions-là. À partir de ce moment, beaucoup de Camerounais se sont demandé, wow, alors, c'est ça le changement? C'est ça le Cameroun nouveau? Mais il a condamné les décès, les assassinats, entre guillemets. Hein. Il a condamné la mort des jeunes Camerounais. Oui, ça c'est Tombé sur les balles. Oui, ça c'est hier, je crois. Non, je dis, depuis les sorties de Tiroma, il condamne quand même le fait que les Camerounais aient été tués. C'est-à-dire qu'ils aient eu raison ou pas. Bon. Il est Un vrai leader politique, monsieur Waka. Ça me permet de Un poser la vrai question. leader politique, Oui. il est monsieur Tiroma. Ses partisans ne savent pas où il est. Non. Et quand le général de Gaulle était Certains l'annoncent à Gladys, ils disent qu'il est à Garoua, d'autres disent qu'il est au Nigeria, d'autres disent qu'il est aux États-Unis, le général de d'autres Gaulle, disent qu'il est le général de Gaulle s'était reclus à Londres pour mener sa bataille, entre guillemets. Voilà. Donc, Ouais. un vrai leader, M. Kwaka, Il est sur le terrain. il est sur le terrain, il est devant. Avec, Il est devant, surtout que s'il est à Garoua, n'est-ce pas, rien ne lui coûte, je viens de, n'est-ce pas, de mener les marches. je viens de prendre l'exemple de Gaulle. Rien ne coûte à M. Tirouma de dire, OK, ici à Garoua, où moi j'ai lancé l'assaut, n'est-ce pas, de la défense de ma victoire, je me mets devant. Je prêche par l'exemple, n'est-ce pas, et je suis sûr que la mobilisation sera plus importante. Et il ne sera pas interpellé. Pas seulement à Garoua, pourquoi interpeller? Si c'était marche pacifique qui vise simplement à se faire entendre et à faire valoir sa victoire, il ne sera pas inquiété. Je vous ai dit qu'à Douala, les problèmes ont commencé dès lors que les marches se sont transformées en pillage, en vol, en incendie, à la source de la gendarmerie pour prendre des munitions. C'est là où les problèmes ont commencé. À Nouvelle, où on a failli porter atteinte à la vie du maire de Douala II, Madame Pampou. Voilà, c'est des choses qui ont amené les forces de l'ordre à garantir la protection des personnes et des biens et à faire face à cette violence inacceptable. Bon, mais est-ce que vous avez, M. Tirouma, donné l'exemple sur le terrain? Même si, Voilà les leaders. même si sur le terrain, même si beaucoup de personnes qui étaient sur le terrain affirment que ça s'est passé autrement. On ne saura jamais véritablement la vérité, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Les tirs sur des manifestants, à quel moment exactement est-ce que ils ont commencé? En tout cas, on préfère s'en tenir justement aux versions officielles pour aussi avancer, parce que la vie, on va de l'avant. Voilà. Alors, Joseph Espoir Billon, quant à lui, il estime que Issa Tiroma a gagné les élections. Il a été convoqué il y a quelques jours par le préfet du Bourri. On se sera attendu à ce qu'il soit, qu'on lui remonte les bretelles par rapport justement à cette déclaration, cette sortie sur Equinox ce soir. Émission, vous êtes d'ailleurs très présent et très en verve, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que Espoir Billon n'a pas d'éléments suffisants et convaincants pour pouvoir faire une telle sortie? Avez-vous été surpris que ce conseil municipal du PCAN de Cabral Libi fasse une telle sortie avec une telle véhémence, avec une telle violence, avec une telle puissance pour dire haut et fort que Tiroma est le vainqueur de cette élection présidentielle, en illustrant avec le cas d'Union Ekele? Avez-vous été surpris, déçu ou blessé? Bon, pas blessé, surtout pas surpris, pas vraiment, parce que... Venant du PCRN, venant d'élu du PCRN. Voilà, c'est pas surprenant. Alors que Cabral Libi a reconnu, a félicité le chef de l'État. Vous savez, M. Kwaka, moi, je regarde souvent différemment ce que j'appelle les caméléons politiques. C'est-à-dire des gens qui changent de couleur politique en fonction de la direction du vent. Et M. Billon, Joseph Espoir, ressemble, je ne veux pas dire qu'il s'identifie à cela, mais il ressemble à cette catégorie de politiciens. Vous vous souvenez que pendant la campagne présidentielle, M. Issa Tiroma, sur la base de la dynamique que sa candidature a inspiré, a suscité, il avait demandé un bloc serré autour de sa candidature, en commençant par son frère de la même ville, même village, M. Bilogo Magari, ainsi que tous les autres partis
à cette présidentielle pour capitaliser les chances d'une alternative à la tête de l'État. Le PCRN ne fait pas partie, à ma connaissance, de ceux qui ont adhéré à cette main tendue de M. Issa Tirouma. Alors, d'où vient donc un maire du PCRN qui s'est désolidarisé de M. Issa Tirouma? Et je vous précise d'ailleurs que c'est le cas de beaucoup d'autres partis. Quand vous regardez un parti comme le SDF, qui aujourd'hui clame M. Issa Tirouma comme le héros de cette élection présidentielle, Madame Joya de l'UDC, qui vous dit que l'élection a été entachée d'irrégularité, le président Podia ne serait pas légitime, c'est M. Issa Tirouma. Vous avez donc ces gens que j'appelle des mauvais perdants. Parce qu'il y a des bons perdants. Les bons perdants, c'est ceux qui sont fair-play. Cabral Libi, et bien d'autres, M. Serge Espoir Matomba, n'est-ce pas? Ceux qui ont été républicains, ils ont perdu l'élection, mais ils reconnaissent qu'il y a eu un vainqueur et ils se préparent aux prochaines élections. Voilà les bons perdants. Parce que si vous ne pouvez pas tirer les leçons d'une élection présidentielle et vous relevez pour avancer, vous risquez de non seulement passer à côté lors des prochaines élections, parce que vous n'aurez pas fait le deuil. Il faut faire le deuil d'une élection. Au lieu de se consoler en changeant de veste et en devenant l'ami de M. Issa Tirouma, en qui vous n'avez jamais cru. Mais du jour au lendemain, parce qu'il a eu un score honorable, vous vous présentez comme l'un de ces vaillants défenseurs, au point, n'est-ce pas, d'oublier les scores de votre propre famille politique. C'est Au témoin quand même incroyable. Au témoin d'un doute. Et Joseph Espoir-Billon, il est censé avoir eu accès au PV. Il parle en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il a jeté un coup d'œil certainement sur les PV détenus par le PCRN. Oui. Selon ces chiffres, Oui. il peut aisément tirer une conclusion. Ou alors, il le dit juste par surenchère politique, selon Non. C'est de l'opportunisme politique. Il espère... Pour quelle fin? Allez savoir. Nous ne lisons pas dans la boule de cristal au RDPC. Tout ce que nous observons, c'est que il y a un opportunisme politique doublé d'une hypocrisie politique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir rejeté la main d'un homme. Vous avez bien vu la dynamique de campagne de M. Issa Tirouma. Il fallait y croire. Comment à l'arrivée, oui, comme il est deuxième avec un très bon score, vous devenez plus défenseur que ses propres militants, au point, n'est-ce pas, de vous afficher comme étant, n'est-ce pas, celui qui croit mieux que quiconque à sa victoire. Il ne risque rien. C'est maladroit et je dis... Malgré cela, il ne risque rien. Malgré cela, il ne risque rien. Il a été convoqué par le préfet, Bouri, qui lui a demandé pourquoi il n'allait plus au travail alors qu'il va au travail. Oui. Mais à part ça, il n'a pas été inquiété. Mais je suis convaincu que ce n'était pas seulement pour savoir s'il va au travail ou pas. Voilà. Je suis convaincu que ce n'était pas seulement pour savoir pourquoi il ne bénit plus les unions ou pas. Je suis convaincu que ce n'était pas seulement pour tester sa discipline en tant que pendant plus de 2 heures. Maire adjoint. Non, puisque quand vous regardez ceux qui ne prenaient pas à cette convocation, il y a eu certainement des conseils qui lui ont été prodigés parce que c'est un jeune, il a besoin de préserver son avenir politique et pas besoin, n'est-ce pas, de creuser lui-même sa propre tombe. D'accord. Allez, merci Monsieur Serge Pelé Onana, communicant et militant vaillant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Peut-être que vous puissiez avoir un poste ministériel à la communication, pourquoi pas, dans le prochain gouvernement du Cameroun. Beaucoup de courage à vous. Merci de nous avoir accordé cet entretien dans votre magnifique bureau. Rendez-vous très prochainement pour un autre entretien, pourquoi pas. Très bien, ce sera avec le même plaisir, Monsieur Yannick Renaud Kwakap. C'était un grand honneur également pour nous de vous recevoir. Le chantier, comme vous l'avez constaté, le bâtiment est en pleine réhabilitation. Le ministre Jean-Enes Masséna-Ngalé-Libert a souhaité avoir une délégation régionale des transports du littoral plus rayonnante, à même de mieux répondre, n'est-ce pas, en matière de cadre aux besoins des
métier camerounais et d'avoir justement un corps sain dans un environnement sain. Nous en profitons de votre antenne pour lui traduire au nom de l'administration des transports, Madame le délégué régional en particulier, toute la grande joie des personnels de la délégation des transports du littoral. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à notre modeste personne pour partager les grands sujets de la vie économique et politique, surtout politique et post-électorale de notre pays. Maintenant, nous sommes au service de notre pays. Nous sommes prêts à servir à divers niveaux où le devoir nous appellera. D'accord. Merci à tous, merci à toutes. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Partagez. Hein. Invitez vos amis également à s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser des réactions et des impressions en commentaire. Activez la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ciao, ciao. Bye bye.